Merci Luc et Scarlett pour cette présentation et avoir organisé ce cycle. Un immense merci à Sylvie Patry et à toutes ses équipes de m'avoir conseillé et aiguillé dans les collections au cours de l'année qui vient de s'écouler, année de fermeture des musées. Merci également à Laurence Descartes qui a rendu possible l'organisation de ce programme de recherche. Et puis à Donatien Gros, qui m'a accompagné au quotidien dans la mise en œuvre de ce cycle. Merci aussi à Annie Dufour, qui, aux éditions du Musée d'Orsay, a permis la production de cet ouvrage. Et puis aussi à toute l'équipe du numérique, Éric Jouvenot, Hélène Charbonnier, Saskia Baskeus, qui ont, comme vous l'avez dit, Luc, mis en place ce rendez-vous quasi quotidien, 3 fois par semaine, pendant le confinement, sur les réseaux sociaux. Alors, mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 19h et des poussières. La nuit tombe sur Paris. Et le musée s'illumine progressivement. Photographié ici par Gabriel Lopé vers 1900, son bâtiment brille à l'image de la capitale française, ville lumière qui doit éclairer le reste du monde. Cette gare est alors la plus moderne du pays, la première à accueillir des trains électriques. Elle est construite en vue de l'exposition universelle de 1900 afin de manifester la primauté de Paris, en quelque sorte capitale culturelle de la planète. La gare d'Orsay allait relier Paris au sud de l'Europe, notamment l'Espagne, et c'est ici d'ailleurs que le jeune Pablo Picasso débarque pour la première fois dans la capitale. C'est d'Orsay aussi que Sarah Bernhardt prenait régulièrement le train pour rejoindre Belle-Île. Paris, capitale de la modernité, c'est un topos qui a structuré l'histoire classique de l'art, telle que nous l'avons apprise dans les manuels scolaires, telle qu'on l'invoque encore aujourd'hui, très souvent, dans le débat public. Alors ce récit bien huilé, il est parfaitement illustré par les œuvres du musée, des œuvres triées sur le volet. Seulement quelques milliers de tableaux sont présents dans les collections d'Orsay sur les 1 200 000 œuvres qui auraient été réalisées au cours de la deuxième moitié du XIXe siècle. 1 200 000 œuvres, c'est le savant calcul de Christophe Pomian qui nous permet d'arriver à ce chiffre. Alors ces œuvres des collections d'Orsay donnent à voir l'épopée formidable de Paris. Paris, cœur battant de la création artistique dans le monde, matrice de tous les mouvements picturaux, matrice de toutes les innovations poétiques, du milieu du XIXe à la Première Guerre mondiale. Cette période est celle de l'industrialisation, de l'urbanisation, de la christianisation, de la colonisation de la planète. C'est aussi la période du développement pour la première fois d'un système de communication intercontinentale et donc de l'essor de la mondialisation économique. Tout cela se serait effectué sous la houlette de l'Europe. C'est l'époque de toutes les révolutions, celle où le terme modernité est inventé, cette modernité qui fut longtemps considérée comme presque exclusivement occidentale. Ce qui n'avait pas lieu en Occident procédait de l'Occident de quelque manière. Après tout, la capitale française se trouve elle-même au centre du monde, comme tente de le montrer Jean-Baptiste Carpeaux en 1872, Jean-Baptiste Carpeaux, qui est l'ancien sculpteur officiel de Napoléon III, qui représente ici l'Europe, l'Asie, l'Amérique et l'Afrique, sous les traits de femmes dansant une ronde. Son œuvre, intitulée « Les 4 parties du monde », célèbre le méridien qui traverse Paris, Paris qui entend à ce moment-là définir l'espace et le temps sur la planète tout entière. Un exemplaire de la sculpture de Jean-Baptiste Carpeaux, vous pouvez le remarquer à gauche de l'image, ornemente en effet la fontaine de l'Observatoire de Paris, où passe précisément le méridien français. Mais voilà,
la France n'est pas la seule à prétendre dominer le monde. Au même moment, la reine Victoria inaugure une œuvre encore plus monumentale à Londres, une œuvre qui représente également les 4 continents, se confondant cette fois avec l'Empire britannique. C'est bien sûr l'Albert Memorial. L'Albert Memorial que vous voyez à droite de l'image, qui se situe dans le parc de Kensington et qui illustre bien la force d'attraction du méridien britannique de Greenwich, s'imposant progressivement à l'ensemble de la planète au détriment, précisément, du méridien de Paris. Alors cette déconvenue n'empêche pas une partie des élites aux 4 coins du monde de voir dans la France la patrie de la liberté et des droits de l'homme, l'instrument providentiel de la modernité, selon la formule d'André Chastel. Et les collections du musée témoignent de la force d'attraction de la capitale française. Paris accueille, dans la seconde moitié du XIXe siècle, nombre d'intellectuels et d'artistes étrangers, hypnotisés par le mythe de la capitale de la modernité, des étrangers qui veulent s'inscrire dans une filiation esthétique ou tout simplement vivre la vie d'artiste, celle de la bohème. C'est ainsi que le peintre Henry Ossawa Tanner, auteur de cette résurrection de Lazare, en 1896, s'établit à Paris dès 1891 et demeurera en France, entre Paris et la Normandie, jusqu'à la fin de sa vie, en 1937. Tanner est le fils de 2 anciens esclaves et il a subi de nombreuses discriminations, de nombreuses attaques racistes, notamment de la part de ses camarades de l'Académie des Beaux-Arts de Pennsylvanie. Et c'est en fait en France, c'est la France qui... c'est en France, pardonnez-moi, qu'il jouit d'un accueil favorable au point de recevoir la Légion d'honneur en 1923 et même un certain soutien financier de l'État qui achète au Salon de 1897 ce tableau, qui est une des premières œuvres d'artistes africains-américains à entrer dans les collections muséales. Tanner, en introduisant ici un personnage noir, un peu à gauche et en haut du tableau, entend montrer que les personnes issues de différentes origines, de différentes communautés, peuvent tout simplement vivre ensemble. Alors les hommes et les femmes du monde entier affluent dans la capitale, et il en est de même des matériaux utilisés pour la réalisation des œuvres. L'histoire des pigments, avant l'âge de l'industrie chimique, et l'avènement des couleurs de synthèse, cette histoire est parfaitement documentée. Le bleu d'outre-mer extrait du lapis lazuli d'Afghanistan, le carmin de cochenille provenant du Pérou, ou encore le bleu indigo du Bengale. Examinons ici ce fauteuil, dénommé le jour et la nuit, dont on ne sait quasiment rien, ou presque. Il aurait sans doute appartenu à Sarah Bernhardt. Et ce qui nous intéresse ici, c'est que la singularité de cette œuvre réside dans sa matérialité. La marqueterie de ce fauteuil est faite d'une multitude de bois exotiques provenant du monde entier. Amarante, c'est-à-dire le bois violet d'Amérique latine. Il est fait de bossé, bois rouge clair d'Afrique centrale, d'ébène d'Indonésie, de bois de rose de Madagascar, mais aussi de gaillac, qui est un bois brun des Antilles, et de palissandre du Brésil, ou encore de sycomore des États-Unis. En somme, l'heureux propriétaire de ce trône peut ainsi voyager autour du monde sans quitter son salon parisien. Ce rayonnement mondial de la France et de sa capitale passe par plusieurs vecteurs décisifs. L'un des plus spectaculaires et des plus efficaces est bien sûr l'exposition universelle qui aura lieu en 1855, en 1867, en 1878, en 1889 et en 1900. Vous pouvez admirer ici les 2 dômes du Palais des Beaux-Arts et du Palais des Arts libéraux qui font écrin à la Tour Eiffel à l'occasion de l'exposition universelle de 1889. Ces 2 dômes, véritables chefs-d'œuvre de la cuivrerie d'art, sont réalisés pour l'occasion par des dizaines d'ouvriers anonymes de l'entreprise Monduit. Et cette photographie d'un dénommé Michaud
restitue en quelque sorte le hors-champ de cet événement mondial qui accueille 35 pays, 62 000 exposants et 32 millions de visiteurs. Cette exposition universelle contribue de manière décisive à faire connaître Monduit dans le monde entier. Il faut attendre également le milieu du XIXe siècle pour que certaines œuvres artistiques deviennent accessibles au plus grand nombre. Auparavant, les productions artistiques étaient réservées à leurs commanditaires, l'Église et l'aristocratie, et c'est la reproduction massive par la gravure puis la photographie qui rendent visibles pour la première fois certains chefs-d'œuvre, tout en révélant l'absence de l'œuvre originale. C'est bien connu depuis les travaux de Walter Benjamin. Chefs-d'œuvre bien connus, comme par exemple Mona Lisa, qui se trouve aussi au musée d'Orsay, car le tableau peint par Léonard de Vinci au début du XVIe siècle a été en grande partie popularisé par les gravures, puis les photographies réalisées dans les années 1870 par les opérateurs de l'entreprise Goupil et compagnie. Goupil et compagnie possède de nombreuses filiales un peu partout dans le monde, à Paris, à Londres, à Bruxelles, La Haye, Berlin, Vienne, New York, mais également un réseau de représentants dans l'Empire ottoman ou encore en Australie, qui lui permettent d'exporter les gloires françaises dans le monde entier. Ces techniques de reproductibilité suscitent de nouvelles formes d'art. Et le musée d'Orsay, c'est sa singularité, est le premier grand musée à faire cohabiter les beaux-arts et les arts longtemps considérés comme mineurs. C'est en somme le musée de toutes les disciplines depuis l'origine, ce qui n'est par exemple pas le cas du Musée national d'art moderne. Alors si Paris et la France sont incontestablement un centre mondial et ont joué un rôle majeur dans la mondialisation artistique du XIXe siècle, il faut se garder d'adopter un modèle d'explication diffusionniste. Le centre influençant mécaniquement les périphéries. Un récit où la France des arts aurait été une totalité autosuffisante, susceptible de s'interpréter ou de s'expliquer par elle-même. Dans ces conditions, le processus d'internationalisation de l'art moderne peut être appréhendé à travers plusieurs méthodes. Il convient d'abord de réinterroger les origines géographiques et les années de formation des artistes, y compris ceux que nous pensons bien connaître. Sylvie Patry l'a rappelé dans son introduction, ce sont en fait 40 nationalités qui sont représentées dans les collections du musée, et plus de 40% des artistes ne sont pas français, dont 500 artistes états-uniens ou britanniques. Alors ces origines sont parfois invisibilisées par les artistes eux-mêmes dans leur œuvre. Ainsi, Camille Pissarro, qui a peint toute sa vie, comme vous le savez, des paysages ruraux français, notamment ceux d'Éragny. Eh bien, Camille Pissarro est né à Saint-Thomas, dans les Antilles danoises, dont il conserve la nationalité toute sa vie. Et de ses origines ultramarines, eh bien, aucune trace dans son œuvre, ou presque. On a retrouvé récemment certaines œuvres du début des années 1850, comme ce dessin au fusain intitulé « Paysages des Antilles », dessin qui témoigne de son expérience caribéenne entre les Antilles et le Venezuela, dont découle sans doute, en partie, son goût prononcé pour la douceur des paysages romantiques. Les origines géographiques des artistes inspirent parfois de nouvelles formes esthétiques. On connaît bien le goût pour l'art amérindien de Paul Gauguin. On sait qu'il a vécu une partie de son enfance au Pérou en compagnie de sa mère, qui collectionnait de nombreux objets précolombiens. Alors, notion d'ailleurs éminemment téléologique, objets précolombiens, comme si la totalité de l'histoire amérindienne était prédéterminée par sa future rencontre avec Christophe Colomb. Les liens de Gauguin avec les Amériques sont très bien documentés, mais cette influence de l'enfance peut s'avérer plus discrète, comme ici, dans l'œuvre de la photographe Anne Brigman, qui, à partir de 1906, photographie son propre corps nu
dans le tout récemment créé parc naturel du Yosemite, inauguré en 1890, parc du Yosemite dont les paysages très caractéristiques, les pins, les lacs, les rochers, entrent en correspondance avec la masse et les courbes de son corps ourlé de lumière. Sur cette photo se retrouvent les paysages du Nouveau Monde, bien sûr, mais aussi une pose propre à la sculpture européenne, la Vénus allongée, et enfin l'énergie performative d'une figure féminine qui se prend elle-même en photo, annonçant par là même les artistes de performance californiennes des années 1960. En fait, Anne Brigman est très imprégnée des croyances polynésiennes, car elle est née en 1869 dans une famille de missionnaires à Hawaï, où elle vit jusqu'à l'âge de 16 ans. Elle conçoit en fait ces photos comme l'expression de sa foi en la nature sauvage, se définissant elle-même comme une païenne, une aolé, c'est-à-dire une hawaïenne blanche. Autre méthode d'analyse de l'internationalisation, l'étude des trajectoires de carrière qui montre comment les artistes mobilisent bien souvent des collectionneurs, des galeries et des musées étrangers pour asseoir leur position en France. Rosa Bonheur en est un exemple éloquent. À partir de 1855, le Met de New York et le galériste londonien Ernest Gambart lui assurent une certaine aisance financière. L'année suivante, en 1856, Gambart lui fait découvrir les Highlands d'Écosse, qui deviennent dès lors une source inépuisable d'inspiration, comme en témoigne ce tableau représentant des bœufs traversant un lac, c'est son titre, tandis que la ville de Glasgow, qui est alors la ville industrielle la plus dynamique de tout le Royaume-Uni, réserve à Rosa Bonheur ses riches et nombreux collectionneurs. À chaque séjour en Écosse, elle est accueillie comme une star, escortée par plusieurs centaines de fans lors de ses déplacements. Ces séjours à l'étranger transforment parfois profondément l'artiste et son œuvre. Il en est ainsi d'Étienne Dinet, un peintre orientaliste français, devenu par un extraordinaire retournement l'un des artistes promus officiellement par le gouvernement nationaliste algérien. Dinet, il faut l'admettre, est un rebelle. Il n'adhère pas aux mouvements picturaux du tournant du siècle, le néo-impressionnisme, le fauvisme et avant le symbolisme. À 23 ans, il découvre l'Algérie et décide de s'inscrire d'abord dans la tradition orientaliste, représentant des jeunes danseuses dénudées et des paysages orientaux. Mais Dinet transcende bientôt cet érotisme exotique. Il apprend l'arabe, s'établit dans une oasis saharienne, se convertit à l'islam et adopte un nouveau prénom, Nasreddin, signifiant « victoire de la religion ». Il coécrit même avec son ami Slimane Ben Ibrahim, en 1918, la première biographie en langue française du prophète Mohammed, publiée en hommage aux vétérans musulmans de la Première Guerre mondiale. Étienne Nasreddin Dinet peint une colonie sans les colons français. Dans ce tableau d'un couple d'amoureux, il sublime une Algérie entrevue dans les contes et surtout dans les textes sacrés qu'il a lus avec ferveur. Au-delà des marqueurs orientalistes, que sont le voile constellé et les lourds bracelets d'argent, l'artiste, par la grâce de son réalisme poétique, saisit la portée universelle de l'expression du sentiment amoureux. Les collections du musée donnent précisément à voir le rêve d'un art moderne qui serait la lingua franca, la langue commune d'une humanité sans frontières. Cette figure de l'artiste cosmopolite est incarnée de manière paradigmatique par James Abbott McNeill Whistler, dont, à sa mort, 3 nations se disputent la gloire. Les États-Unis, où il est né, le Royaume-Uni, où il est mort, et puis bien sûr la France, où il s'est formé, a noué ses amitiés les plus précieuses avec Mallarmé, avec Debussy,
et où il a été pour la première fois reconnu. Whistler lui-même disait avec humour qu'il n'était pas originaire de Lowell dans le Massachusetts, que c'était un accident. Selon sa formule, il déclarait régulièrement « Je suis né quand et où je veux ». Durant toute sa vie, il ne cessera de se réinventer en voyageant. Adolescent, il vit pendant 7 ans en Russie, où il apprend le français. De retour aux États-Unis, il devient dessinateur au service cartographique de la marine à Washington, avant de s'établir en Europe, entre Paris et Londres, où vit sa mère, dont il peint ici le portrait. Le bonnet et le mouchoir de batiste fine de sa mère éclairent et distinguent son visage et ses mains, aussi réels que la déclivité de la cuvette de l'eau forte de la Tamise qui est accrochée au mur, le noir profond de la masse du corps et le contrepoint du rectangle de la tenture japonissante discrètement fleurie s'inscrivent sur un fond abstrait de 3 bandes, gris, brun et bronze. Cette œuvre, portée au bord de l'abstraction, déjoue d'avance toute forme d'assignation nationale. L'histoire de l'art, comme l'histoire en général, a privilégié pendant plus d'un siècle un cadre intellectuel spécifique, celui du nationalisme méthodologique. C'est-à-dire que l'histoire des grands mouvements picturaux était pensée et relatée à travers le prisme des États-nations. Mieux, ces grands courants artistiques auraient par excellence été l'expression du génie national. Considérons ici l'impressionnisme. Ses principaux acteurs sont connectés avec le monde, à commencer par ses pionniers, Camille Pissarro et Claude Monet, qui séjournent plusieurs fois à Londres. Pissarro lui-même déclare « Nous descendons tous de l'anglais », pour caractériser l'influence de William Turner en particulier et des peintres britanniques en général sur les artistes français de la fin du XIXe siècle. Pissarro, Monet et bien d'autres artistes ont fui la guerre franco-prussienne de 1870 et ont trouvé refuge dans la capitale britannique où le marché de l'art semblait plus porteur. Pissarro déclare 30 ans plus tard, au moment où Monet peint ce tableau du Parlement de Londres, « Monet et moi étions très enthousiasmés des paysages de Londres. Nous visitions les musées. Les aquarelles et les peintures de Turner, les Constable, ont eu certainement de l'influence sur nous. Nous étions frappés par les paysagistes, qui rentraient dans nos recherches du plein air, de la lumière et des effets fugitifs. » L'impressionnisme s'origine donc en partie aussi au bord de la Tamise et de son fameux brouillard, dont les effets vaporeux ont durablement marqué l'esprit de Claude Monet. Alors comment ne pas essentialiser l'impressionnisme ? En tâchant de le provincialiser, selon la fameuse formule de Dipesh Chakrabarty, c'est-à-dire en essayant de restituer la diversité de ce mouvement et ce qu'il doit aux artistes non français. Il ne suffit pas de mesurer l'influence de l'impressionnisme aux 4 coins du monde. Il faut sans doute faire émerger d'autres trajectoires, d'autres histoires qui ne se résument pas au rapport centre-périphérie. L'impressionnisme devient alors un vocabulaire esthétique que chacun peut adapter en fonction de ses préoccupations. Et les collections du musée recèlent cette œuvre du peintre australien John Peter Russell, qui illustre bien son travail pendant 20 ans à Belle-Île-en-Mer. À Belle-Île-en-Mer, où il invitera ses amis impressionnistes de Paris et du monde à partager sa passion de peindre son bonheur familial. Ici sont représentés ses 3 fils, mais aussi peindre les rochers terribles et cette mer invraisemblable de couleurs, comme il l'écrit. À juste titre, Russell écrit à son compatriote Tom Roberts qu'il se sent partie prenante d'une puissante révolution dans l'art, un mouvement véritablement mondial.
Ces tendances picturales se cristallisent parfois dans des lieux bien circonscrits. Comme Barbizon auparavant ou Auvers-sur-Oise par la suite, le petit village de Pont-Aven devient à la fin des années 1880 le berceau d'un nouvel élan collectif. Ces moments particuliers montrent comment de nouvelles formes ont été inventées collectivement avant que la postérité ne les réduise à un nom célèbre. Dès le milieu des années 1860, des artistes étrangers, notamment des États-Unis, fascinés par le spectacle de la campagne originelle, prennent leur quartier à Pont-Aven. La fameuse revue The Magazine of Art y consacre même un article en 1889. Nulle part ailleurs en France et peut-être en Europe, il y a de paysannerie plus belle. Nulle part de telle habitation primitive et une telle saleté, écrit le journaliste. C'est précisément ce qui séduit au même moment le chef de file de cette nouvelle école, Paul Gauguin, qui écrit à Van Gogh « Moi, ce que je fais surtout cette année, ce sont des simples enfants de paysans, se promenant indifférents sur le bord de la mer avec leurs vaches. Je cherche à mettre dans ces figures désolées le sauvage que j'y vois, et que je vois en moi aussi. Ici, en Bretagne, les paysans ont un air de Moyen-Âge et n'ont pas l'air de penser un instant que Paris existe et qu'on soit en 1889. » Des centaines de peintres du monde entier affluent et s'installent à Pont-Aven. Le Suisse Kuno Amier, le Danois Mogens Balin, l'États-Unien Frédéric Arthur Bridgman, le Néerlandais Meyer Dehaan, l'Irlandais Roderick O'Connor, le Canadien Paul Peel ou encore le Polonais Władysław Lewiński séjournent dans les hôtels et les pensions comme celle tenue par Marie-Angélique Satre, dont Paul Gauguin réalise ici le portrait en 1889. Le maître du synthétisme puise ici son inspiration dans ses voyages exotiques, le folklore breton, bien sûr, la composition des estampes japonaises et sa petite enfance latino-américaine. Au fond, Gauguin se sent chez lui à Pont-Aven, dans l'un des villages les plus cosmopolites du monde. On le sait, l'art est une affaire trop sérieuse pour être confiée aux seuls artistes. D'autres acteurs, les commanditaires, les galéristes, les collectionneurs, les conservateurs, les critiques d'art peuvent jouer un rôle important dans le devenir de certaines œuvres ou de certains mouvements. Ces médiateurs sont plus ou moins connus. Voici le fameux exemple de L'origine du monde de Courbet. Cette œuvre a sans doute été commandée par un diplomate ottoman dénommé Khalil Cherif Pacha, qui sépare immédiatement ce tableau du reste du monde en le dissimulant derrière un rideau vert, le rideau vert de son cabinet de toilette. Considérée moins comme une œuvre d'art que comme un objet pornographique, l'œuvre de Gustave Courbet est ensuite revendue sous le manteau à un marchand de chinoiserie et de japonaiserie érotique, très en vogue à cette époque, avant d'atterrir finalement dans la collection du psychanalyste Jacques Lacan. Autre figure de collectionneur étranger, le peintre allemand Max Liebermann, qui introduit l'impressionnisme en Allemagne, achetant des tableaux de ses amis français et les accrochant dans son fameux palais aux côtés des gravures de Rembrandt, des dessins de Rembrandt. Alors, outre sa confession juive, son goût pour l'art français, considéré comme dégénéré, lui vaut la haine des nationalistes allemands dans les années 1930. Et on retrouve dans ce tableau de la brasserie Brannenburg, en Bavière, réalisé en 1893, son idéal d'un vivre ensemble, paisible, éclairé par la lumière captée à Barbizon et sur les toiles impressionnistes. Dans le grand récit européen de l'histoire de l'art, les innovations étrangères sont systématiquement importées par les Européens eux-mêmes. Ce portrait de Zola par Manet, en 1868, illustre bien cette histoire française du japonisme. Dans le coin gauche du tableau, l'artiste Manet glisse un paravent nippon de couleur or, et sur la droite,
il reproduit une estampe japonaise du XIXe siècle qui est issue de sa propre collection. Il s'agit du lutteur Onaruto Nadaemon de la province d'Awa par l'artiste Utagawa Kuniaki. En fait, dans la seconde moitié du XIXe siècle, l'art occidental a été révolutionné par l'esthétique nippone, et cette histoire de l'extraordinaire curiosité des artistes européens à l'égard du Japon est parfaitement connue. On a oublié, en revanche, le rôle décisif d'un Japonais, Hayashi Tadamasa, dont le sculpteur Albert Bartholomé a immortalisé le visage en réalisant en 1892 ce bronze à patine rouge sur le modèle des masques du théâtre traditionnel No. Hayashi Tadamasa a ouvert en 1883 un magasin de japonaiserie qui fournit tous les artistes et tous les collectionneurs de la capitale. Les frères Van Gogh, Camille Pissarro, Edmond de Goncourt, Claude Monet, dont Hayashi collectionne les tableaux, et Edgar Degas, qui n'hésite pas à échanger ses propres toiles contre des estampes. Hayashi exerce une influence décisive sur ses contemporains en transmettant une vision très idéalisée d'un Japon pays des samouraïs et des geishas. Il introduit également des peintres japonais dans les cercles artistiques français, permettant par là même l'essor d'un nouveau style japonais occidentalisé, illustré notamment par le peintre Seiki Kuroda. Et parallèlement, dans l'autre sens, Hayashi contribue à populariser les impressionnistes français au Japon en organisant sur place leurs premières expositions. Ce masque de Hayashi nous rappelle que, contrairement à la thèse séminale et bien connue d'Édouard Saïd, l'orientalisme n'est pas une invention ex nihilo, mais bien souvent une coproduction des Européens et des Asiatiques. Vous l'aurez compris, cette histoire mondiale des collections, comme toutes les historiographies globales, que ce soit l'histoire impériale, l'histoire transnationale, l'histoire connectée, l'histoire atlantique, toutes ces historiographies globales se focalisent sur les circulations et les interactions. Mais cette histoire possède également une autre caractéristique. En invitant à décentrer le regard, cette manière d'écrire l'histoire induit une inversion des perspectives, donnant ainsi une voix aux sans-voix de l'histoire de l'art. À commencer par la moitié de l'humanité, les femmes. À la fin du XIXe siècle, les femmes peuvent se cultiver, admirer des œuvres d'art et les copier, mais sont réputées incapables de créer. Et dans la capitale française où l'école des beaux-arts est réservée aux hommes, c'est une jeune aristocrate ukrainienne qui s'attaque à un tabou au sein des milieux les plus progressistes, la domination masculine. La jeune artiste de 25 ans se nomme Marie Bashkirtsev, et lorsqu'elle expose cette toile au salon de 1884, les critiques sont tellement élogieux qu'ils affirment à tort que son auteur ne peut être qu'un homme. Son mentor, Jules Bastien-Lepage. Alors, sur cette toile, 6 écoliers devisent très sérieusement d'une affaire mystérieuse qui va les requérir. Mais l'essentiel n'est peut-être pas là. Que voyons-nous d'autre sur cette toile ? Eh bien, notre regard est happé par la silhouette gracile de cette fillette qui est exilée au bord du tableau, en instance de disparition, sans visage. Elle semble personnifier Marie en particulier et la cause des femmes en général. Marie Bashkirtsev, qui meurt peu de temps après, résume le propos de cet ultime tableau en quelques mots. Ce qu'il nous faut, écrit-elle, c'est la possibilité de travailler comme les hommes. Une autre forme de domination, la colonisation, se lit bien évidemment dans les collections du musée d'Orsay. Et la présence coloniale se traduit souvent par une absence, l'absence de représentation des autochtones. C'est ce qui frappe dans l'œuvre du photographe britannique Samuel Bourne. Cette photographie des temples de Madurai, ville du sud de l'Inde, toujours très animée,
représente ici une cité totalement déserte. Cela ne tient pas seulement aux contraintes techniques de l'époque, c'est le photographe lui-même qui explique son choix parce que les Indiens, dit-il, ne parviennent pas à adopter une attitude naturelle. Sans les bras raides, le menton retroussé comme s'ils étaient debout pour se faire trancher la gorge, écrit-il. Dans l'Inde britannique de l'époque victorienne, la photographie donne donc à voir un pays sage, le songe d'une colonie sans indigènes. Et la première impression fut similaire lors de la découverte dans le fond du musée de cette œuvre du peintre symboliste Alphonse Osbert. C'est dans les termes suivants que la fiche d'œuvre du musée d'Orsay, plus précisément du centre de documentation du musée d'Orsay, j'en profite pour remercier toute l'équipe du centre de documentation, c'est dans les termes suivants que cette fiche d'œuvre décrit ce tableau mystérieux dont on peine à élucider la signification. Plaine herbue verte, fleuve gris à droite, horizon de collines bleues outre-mer, ciel nuageux, entre parenthèses, gris clair, bleu clair, point final. Alors l'unité chromatique et les aplats de couleurs de cette œuvre donnent au paysage l'impression d'une grande sérénité. Son titre, toutefois, peut intriguer. Attaque des indigènes, entre parenthèses, mission marchand. Alors ce titre nous a semblé de prime abord une critique malicieuse du colonialisme, compte tenu du fait que le tableau ne représente pas âme qui vive. En fait, il n'en est rien. Au contraire. En 1900, l'État commande à Osbert des décors de théâtre pour une salle parisienne. Il s'agit d'une série de paysages devant illustrer l'expansion française dans la région du Nil depuis l'époque des croisades jusqu'au XIXe siècle, et s'achevant avec la fameuse mission du commandant Marchand. Alphonse Osbert décide alors de rencontrer le héros de Fachoda, le commandant Marchand lui-même, qui lui confie quelques précieuses photographies dont le peintre s'inspire largement en prenant soin de supprimer les personnages. Car c'est Charles Moret qui réalise des silhouettes qui animent par ombre projetée ce paysage pour faire revivre ce haut fait de la colonisation française. Donc au total, ce théâtre d'ombre était en fait au service de la propagande impériale française. Il nous faut donc retrouver un autre point de vue, le point de vue des autochtones, le point de vue des colonisés et plus largement le point de vue des populations extra-européennes. Voici une œuvre réalisée par l'Ottoman Osman Hamdi, qui a découvert au début des années 1860 à Paris la peinture auprès des artistes orientalistes Jérôme et Boulanger. Il organise ensuite la restauration du patrimoine artistique ottoman, qu'il promeut dans le monde, et dans l'histoire de l'art, Hamdi est présenté comme l'unique oriental de la peinture orientaliste de cette époque. Alors certes, ce représentant de l'aristocratie ottomane a tendance à exotiser les populations arabes des provinces périphériques, considérées comme orientaux par les élites stambouliotes dont il fait partie. Toutefois, contrairement à ses homologues occidentaux, Osman Hamdi rappelle ici très subtilement qu'il se trouve des deux côtés, à la fois en Orient et hors de l'Orient. Comment procède-t-il ? Eh bien, tout simplement en prêtant ici son propre visage à son personnage. Dans les collections se cache également un témoignage des relations coloniales entre la France et la Tunisie. Ce portrait du diplomate Henri Ponceau a été réalisé par Mohamed El Habib, qui n'est autre que le Bey, le souverain de la Tunisie, dans les années 1920. Mohamed El Habib est très fortement endetté et n'exerce guère d'autorité durant son règne.
Il donne en fait le sentiment d'être à la merci du gouvernement français. Le protocole lui interdisait de manifester ses goûts pour la peinture et la musique, de sorte qu'aujourd'hui n'existe aucun catalogue raisonné de ses œuvres. Et par ce tableau, Le B manifestait sans doute une affection personnelle à l'égard d'un haut représentant de la puissance impériale, révélant par là même à l'historien et l'historienne l'ambiguïté de la relation coloniale entre les élites tunisiennes et les élites françaises à une époque bien particulière, l'époque de l'essor des mouvements nationalistes et anticoloniaux. Il convient de ménager une place aux artistes issus des colonies qui ont été quasiment invisibilisés par l'histoire européenne de l'art. À l'instar de cet artiste, dénommé Azaou Mamri, qui est le premier peintre de chevalet maghrébin. Mamri est issu d'une grande famille kabyle. Il fait partie des heureux élus, la petite minorité, toujours moins de 10%, des jeunes musulmans qui accèdent à l'école primaire française en Algérie. Il s'illustre par ses brillants résultats scolaires, mais ne peut pas devenir médecin ou avocat comme n'importe quel bourgeois européen. L'une des seules voies d'ascension sociale pour lui et ses camarades, c'est l'école normale d'instituteurs. Et c'est au sein de l'école normale de Bouzarea qu'il développe ses talents de dessinateur et de peintre. Et en peinture aussi, on considéra Mamri comme un bon élève. Longtemps traité comme un simple imitateur des orientalistes français, son œuvre propose pourtant une vision singulière, sobre et subtile de l'Algérie et du Maroc, ici illustrée par une œuvre de 1921, une vue de Fès, qui impose au premier plan la présence altière d'une tour abolie qui surplombe la cité lumineuse. Plus largement, les œuvres des collections nous invitent à dénaturaliser nos grands récits nationaux, à remettre en question leur évidence, leur linéarité, leur homogénéité. Voici une œuvre de 1898, réalisée par Juan Manuel Blanes, intitulée « La résurgence de la patrie » et conservée aujourd'hui au Musée national des arts visuels de Montevideo. Ce tableau montre bien comment un pays comme l'Uruguay, ou plutôt ses élites, se sont considérés comme l'incarnation d'un extrême Occident, une nation blanche, peuplée exclusivement de migrants européens au XIXe siècle. Alors cette vision, l'artiste Pedro Figari ne la partage pas du tout. Cet avocat a consacré la majeure partie de sa vie à la défense des Noirs, des Amérindiens et des pauvres dans les prétoires uruguayens. Il s'est converti à la peinture très tardivement, à l'âge de 65 ans, en s'inspirant des post-impressionnistes Bonnard et Vuillard, qu'il a rencontrés à Paris, où il a vécu entre 1925 et 1933. Il est réticent à l'égard des avant-gardes et il invente un style particulier, à la fois expressif et naïf, en adoptant une méthode simple pour tâcher de restituer la diversité du monde. Il peint de mémoire. Figari est le premier artiste à saisir des scènes de candomblé, cette pratique festive créée par les Afro-Uruguayens, associant danse, chant et jeu de tambour. Plus largement, cette œuvre nous rappelle un fait historique majeur. Au début du XIXe siècle, avant le sacrifice massif des soldats noirs par les élites blanches uruguayennes, un tiers de la population de la capitale Montevideo était d'origine africaine. Autre élément clé d'un roman national, états-unien cette fois, la célèbre statue de la liberté conçue par le français Bartholdi et inaugurée dans la rade de New York en 1886. On a oublié que cette statue provient en fait d'un projet que le sculpteur alsacien avait élaboré 17 ans auparavant pour le Khedive d'Égypte. Un immense phare qui devait prendre la forme d'une paysanne égyptienne en robe et brandissant une torche. Ce projet
intitulé « L'Égypte apportant la lumière à l'Asie », avait été abandonné parce que trop onéreux. En effet, c'était juste après, les dépenses pharaoniques occasionnées par le creusement du canal de Suez, inauguré en 1869. Car, en vagabondant dans les collections du musée, on s'aperçoit qu'il n'y a rien de plus international que la création des identités nationales. Ces identités nationales sont des inventions récentes, des créations du XIXe siècle, où il s'agit d'inventer des liens entre chaque individu et une unité sociale abstraite, la nation. Pour ce faire, les intellectuels, les écrivains, les artistes s'appliquent un peu partout en Europe, suivant le même modèle, à élaborer des mythes fondateurs, à identifier des ancêtres communs, des monuments, à fabriquer un folklore et une langue nationale. Le peintre Akseli Gallen-Kallela, dont vous pouvez contempler l'œuvre sur la gauche, est un des principaux bâtisseurs de cette identité nationale finlandaise. Il est formé à Paris entre 1884 et 1889 et revient à ce moment-là en Finlande alors que le Grand-Duché de Finlande est subordonné à l'Empire russe. Dans cette œuvre, il sublime les paysages de la province de Carélie. Province de Carélie qui est à la fois la matrice et le refuge de la finicité, de l'identité finlandaise. Carélie dont le spectacle doit éveiller le sentiment national au sein de la population. À travers cette œuvre, l'artiste consacre la nature dans le nouveau patrimoine national finlandais. Il inscrit la flore et la faune, avec ce grand pic noir à la huppe de feu, dans ce patrimoine national finlandais. À droite, vous pouvez observer un fauteuil réalisé dans le style viking par Lars Kinsarvik, un des principaux héros de l'identité norvégienne. Kinsarvik s'inscrit pour sa part dans le sillage des arts and crafts britanniques, qui à partir des années 1860 rompent avec l'héritage classique. Et cet ébéniste adopte ici un style national qui actualise la technique scandinave du bois peint et sculpté. Vous pouvez constater, en observant les montants et les traverses du dossier, les accotoirs ou encore l'entretoise du piétement, qu'il puise ses motifs dans les ornements des bateaux vikings, que ce soit leur entrelacs, les têtes d'animaux ou encore les masques qui ornent ces bateaux. Avec ce fauteuil, l'artiste représente la Norvège à l'Exposition universelle de Paris en 1900, c'est-à-dire précisément 5 ans avant la proclamation d'indépendance de son pays par rapport à la Suède. Nous pouvons enfin examiner les usages politiques des œuvres, parfois longtemps après la disparition de leur auteur. C'est le cas de l'œuvre de Cézanne, introduite dès 1896 dans la Galerie nationale de Berlin par Hugo von Tschudi. Un demi-siècle plus tard, en RDA, des peintres indépendants, surnommés les cézannistes berlinois, s'emparent de l'héritage du maître français pour résister au modèle du réalisme socialiste, mais aussi pour lutter contre toute instrumentalisation idéologique jusqu'à aujourd'hui, ou toute instrumentalisation mondaine et marchande. Une des dernières représentantes de ce mouvement, Marion Stille, se rendra ainsi au lendemain de la chute du mur en 1989 au pied de la montagne sacrée, la Sainte-Victoire, peinte 80 fois par Cézanne. Cézanne qui partage avec ses disciples berlinois cet acharnement à peindre ce qu'il voit, à hisser encore et encore sur cette montagne peinte les couleurs de la nature à son origine, selon les mots du philosophe Merleau-Ponty. La couleur, selon Cézanne, serait bien, comme il le constatait et le voulait, l'endroit où notre cerveau et l'univers se rejoignent. Au cours de l'année écoulée, je n'ai pu travailler que sur quelques dizaines d'artistes, sur les 5170 que comptent les collections du musée. Tout reste donc à faire. Et cette histoire mondiale sera forcément collective, ça a été rappelé par Sylvie Patry et Luc Bougnol-Lafont.
C'est le sens de ce programme de recherche qui réunit déjà une dizaine d'historiennes et d'historiens qui ne sont pas de trop pour tenter de restituer cette polyphonie des collections. Ce décentrement de perspective s'inscrit, à vrai dire, dans la continuité du projet initial d'Orsay, tel qu'il a été pensé par Michel Laclotte et Françoise Cachin. Au milieu des années 1980, il s'agissait d'élargir le regard, au risque de choquer, en rompant avec l'histoire enchantée de l'art français au XIXe siècle, c'est-à-dire en remettant en question le récit héroïque de la lutte entre la bonne peinture impressionniste et la mauvaise peinture académique, et donc en intégrant dans ses collections certains peintres considérés comme pompiers, ou encore la peinture symboliste dite de second rang, dont on se plaisait à stigmatiser le kitsch. Au point que l'on a reproché à Orsay, lors de son inauguration, d'avoir mélangé les choses en faisant à la fois un musée de la grande peinture et un musée d'histoire. La dimension profondément historique d'Orsay fait aujourd'hui sa force et fonde sa capacité à dialoguer avec le présent, à éclairer le monde contemporain. C'est cette dimension qui rend ses collections si vivantes. Et l'historienne Madeleine Reberiou a écrit dès 1987 « La vérité d'Orsay ne se dévoilera qu'au cours de son fonctionnement ». Cela signifie simplement que chaque génération, chaque présent, décennie après décennie, interroge à sa manière les collections. Et aujourd'hui, Orsay est pour nous le prisme imparfait mais unique pour saisir les mondes du XIXe siècle dans leur tension, leur diversité et leur infinie richesse, si proches de nous. Merci de votre attention.